Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy, on ne compte plus les épisodes avec Fernand Lopez. Bonjour Fernand, comment vas-tu en ce lundi 6 septembre? Je vais bien. Et toi, Guillaume, comment vas-tu aujourd'hui? Bah écoute, ça va très bien, surtout qu'on a assisté à la naissance d'une véritable superstar dans la nuit de samedi à dimanche. Enfin non, samedi puisqu'on était aux horaires européens. Vous pouviez suivre en plus l'UFC Vegas 36 sur les réseaux sociaux de Fernand Lopez. Là on va parler de plein de sujets. Parce qu'il y a eu la blessure où Fernand a été particulièrement loquace à ce sujet, mais commençons par Paddy de Baddy Pimblet. Alors, est-ce que toi, quand tu vois ça, bien évidemment en tant que manager, en tant que coach, mais surtout en tant que promoteur, tu te dis, c'est du pain béni pour l'UFC. Yes. C'est du pain béni pour tout l'écosystème autour. C'est du pain béni pour l'UFC, pour le Cage Warrior, qui est l'organisation de départ. C'est bien pour Pimblet qui le sait, il en est conscient. Il dit que dorénavant, ils vont m'appeler, ils vont me demander. À partir de maintenant, c'est plus moi qui cherche les combats. Ils vont chercher les combats, ils vont venir me solliciter. Donc, j'ai envie de dire, non, c'est bien une star aînée. C'est-à-dire que, indépendamment des résultats, il a fait une très belle performance, mais cependant, on n'est pas naïf de croire que tout est joué. Je pense qu'il va galérer à se faire son petit trou, euh, euh, dépendant de la manière donc l'UFC va décider de le monter ou pas. Mais quoi qu'il en soit, il s'arrête. De toutes les façons, il va devenir une méga star parce qu'il sait en jouer. L'Angleterre en a besoin, l'Europe en a besoin. Ce qu'on ne comprend pas en France, les Anglais l'ont compris. C'est, effectivement, il fait un effort de se vendre. Attention, il n'a pas la perfection quand il dit je suis un scroller et nous, les scrollers, on ne prend pas de KO, personne ne nous met KO. C'est c'est pas une certitude puisque le meilleur d'entre eux, qui est Darren Till a pris un KO, un violent KO d'ailleurs, mais ça ne change pas qu'il s'en moque, qu'il perde, qu'il gagne, il va devenir une star parce qu'il sait, il assume, il le dit. Euh, je suis content parce que pour l'Europe, c'est quelque chose de bien, mais ceux qui n'ont pas encore compris des fois et qui ne captent pas les détails de ça sur la France, quand tu vois comment il est porté par l'Angleterre, par tous les acteurs, Bisping, tout le monde le soulève, le porte, le pousse, c'est génial, c'est bien. Et non, je pense qu'il a fait son boulot de combattant. Il a promu sa carrière de toutes les manières et il aura ce qu'il mérite, quoi. Il aura ce qu'un athlète de ce calibre mérite, c'est sûr. Et il y a eu la finition bien évidemment, mais toi globalement, au niveau du, on va dire, du déroulé du combat, qu'est-ce que t'en as pensé, qu'est-ce que t'en tires de ça? Bah, je sais euh, il est fragile. Il a une défense dans le striking très suspecte. Il est fragile. C'est que le mec qui le... Bon, imaginons un truc. Il y a des gars dans la catégorie qui sont assez solides. On ne doit pas le monter très vite. Mais le problème, c'est que pour qu'il ait la hype, il faut le monter un peu vite quand même, à la Shimaev. Mais si tu forces trop, euh, s'il perd un combat, c'est pas grave. S'il perd deux combats, ça va. S'il perd trois combats, tu as tué la poule aux odeurs. Donc, faut pas en abuser non plus. Mais sauf que pour aller chercher, il faut aller chercher des mecs comme Otman Azaita. Otman Azaita, je crois, il a 1 million de followers, tout ça. Donc, du coup, c'est un peu une hype, même si sa hype n'est pas égale à celle d'un Anglais qui a 200K. 200K de followers, ça fait plus de bruit en Angleterre que 1 million de followers du Maroc. Mais quoi qu'il en soit, s'ils font un match, c'est pas mal. Cependant, il ne peut pas se permettre de prendre des cacahuètes de Otman Azaïta comme ça. Il fait tout son chemin jusqu'à la ceinture. Je peux me tromper. Cependant, il a montré beaucoup d'amélioration. Il a comment dire, il a
une tête, un crâne en granit. J'ai jamais vu ça de la vie. Enfin, ce qu'il a mangé, il était littéralement KO et il est revenu, il est mort. Et je ne sais pas comment il a fait. Il est là, il tient, il va à la guerre. Et surtout, il a sa bouche parce que quand tu lui poses la question, il ne va pas dire oui, c'était chaud sur moi, machin. Il dit non, chez nous, personne ne nous met KO. Je ne tombe pas KO. On ne me met pas KO. Et du coup, si tu veux, il y a la moitié qui vont le détester, qui vont dire bon, la prochaine fois, je prends mon PPV parce qu'il faut qu'il perde. J'ai envie qu'on lui montre qu'on peut le mettre KO. Et il y a la moitié qui vont payer la PPV parce qu'ils ne veulent pas qu'il perde. Et là, le miracle est fait. La magie est faite et c'est parti. Il devient bankable. Et voilà la naissance d'une nouvelle superstar. Qu'est-ce qui se passe? Alors, rien du tout, rien du tout. Alors donc, on enchaîne avec la victoire de Khalil Rountree, qui a beaucoup fait parler, et ensuite la réaction surtout de Fernand Lopez sur ses réseaux sociaux. Donc pour rappel, Khalil Rountree s'est imposé sur un side oblique kick qui a, on va dire, abîmé durablement les genoux de son adversaire, qui a dû justement s'incliner par TKO. Et là, il y a pas mal de gens qui se sont dit, est-ce qu'on a le droit d'utiliser ces coups-là? On se souvient, Robert Whittaker les avait utilisés contre Romero. Romero en premier les avait utilisés contre Robert Whittaker. D'un côté, il y a ceux qui disent, ça fait partie des règles, ça permet de s'imposer, et de l'autre, on devrait bannir ça parce que on peut entamer durement la carrière de l'adversaire. Et Fernand, tu as dit toi sur tes réseaux sociaux que les gars, calmez-vous, parce que d'un côté, il y a ça, mais de l'autre, on accepte qu'il y ait des coups de coude, qu'il y ait des head kicks, et qui, potentiellement, avec des répercussions gravissimes pour le cerveau adverse. Belle performance de Khalil Rountree. Franchement, grosse anglaise, gros cadrage, il n'a pas eu froid aux yeux, il est rentré tout de suite. Il ne l'a pas laissé respirer. Franchement, bien. J'ai beaucoup apprécié son entame de match. Il n'a pas lâché. Il est allé jusqu'au bout. À un moment donné, il aurait même pu le finaliser très tôt. Mais il a été prudent. Il s'est dit, je ne vais pas faire le fou. Ça se trouve, il n'est pas encore bien touché. Et il est resté bien organisé, bien réfléchi. Et puis finalement, arrive ce moment où il tente 2 fois le side kick, l'oblique kick, et finalement, il réussit à le toucher. Déjà, je suis surpris par la réaction des gens parce que on l'utilise tellement, c'est pas nouveau. C'est-à-dire que on l'utilise tellement, sauf qu'il y a 2 manières de l'utiliser. La manière où on check juste pour que l'autre n'avance pas, pour le stopper, et la manière où on va chercher pour l'abîmer. Et dans ce cas-là, effectivement, il a cherché pour poser un dommage. Mais ça m'étonne je comprends pas. C'est-à-dire que, enfin, je comprends. Je pense que c'est parce que c'est la fin du combat et que la répercussion, on la voit directement. Je pense aussi. C'est ça, c'est que si on quantifiait et que le crâne devenait rouge et la personne criait quand elle tombe, quand elle prend un KO, je pense qu'on aurait eu plus moins de cris et de grincements dedans. Mais le fait est que c'est sourd comme douleur ou comme traumatisme, ce qu'on peut avoir, traumatisme crânien ou bien même traumatisme sur comment on appelle ça, l'appareil locomoteur passif. Mais encore une fois de plus, il y a la douleur qui accompagne. Et comme la douleur accompagne, on se dit, c'est mort. Et puis, il y a autre chose qui est très compliqué, que je comprends. Un argument qui tient la route, c'est de dire, le temps de rémission, s'il y a vraiment blessure et qu'on a des ligaments qui ont pété et qu'on a ces 2 ans, voire une carrière des fois, mais c'est la même chose pour les low kicks. Du coup, on fait qu'on arrête les low kicks. Parce qu'en réalité, il y a eu plus de blessures, de blessures tibia-péroné, fracture tibia-péroné, par low kick, qui est l'arme, c'est le diable des jambes, quoi. C'est ce qu'on tout le monde fait. Il y a eu plus de blessures avec cette arme-là, le coup de pied bas circulaire,
qu'avec le sidekick. On fait comment? On arrête aussi, on interdit le low kick, on interdit de bloquer le low kick, puisque un low kick bloqué, en termes de statistiques, je sais pas, ça doit être 50 fois plus que ceux qui ont été blessés par un sidekick. Déjà, ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que au lieu de se concentrer sur le, la longueur de la guérison, si on a des ligaments du genou touchés, on devrait se concentrer sur le niveau de pronostic vital engagé. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on autorise des coups de pied à la tête, donc un pied, c'est en général 3 fois plus lourd que le bras, la main, on prend des risques de tomber sur des cas de commotion cérébrale. Mm-hmm. Si on ne crie pas dessus et qu'on ne se dit pas, oh, attention, ils ne sont pas nombreux, mais il y a quelques boxeurs qui sont en mode légumes aujourd'hui, à qui on fait de la rééducation et ils sont juste contents de réussir à toucher le sac. Je ne comprends pas qu'on ne s'exclame pas s'il y a une frappe effective sur le nez, une frappe effective sur l'œil. Enfin, le nombre de combattants comme des Lewis qui se sont pliés et ont abandonné parce qu'il y avait un jab, juste un jab pointé dans l'œil. Moi, je trouve que l'œil, c'est un peu plus précieux que le genou. Voilà, donc, si tu veux, c'était ça mon point de me dire que, attention, vous oubliez vraiment ce qui se passe ailleurs. Il y a la douleur et le cri qui t'arrache le cœur, mais sérieusement, si vous avez une attaque, et quand vous attaquez au couteau et que vous devez vous défendre, vous mettez quoi en avant? Votre œil, votre cœur pour le couteau, ou vous mettez votre jambe pour qu'on vous blesse la jambe? Bah, c'est un peu ce que je pose comme question en disant, prenons le recul, prenons du sang-froid, regardons la blessure avec une hauteur, pas simplement le fait de dire ah, c'est très duré, ça fait mal, c'est violent, ou alors le fait de se dire ah, je vais passer sur le billard, je vais me faire opérer, mais regardons ce que ça peut engendrer. C'est-à-dire que aujourd'hui, en karaté, juste en karaté, le Gyakichuki, donc le coup de poing direct au corps, s'il est placé sur le sternum, comme on le vise souvent, pourrait stopper le cœur. Il y a des personnes qui frappent tellement fort et il y a d'autres personnes peut-être qui ont des insuffisances cardiaques ou bien une cage thoracique fragile ou la peau névrose, le cartilage qui est au-dessus du sternum fragile, qui pourrait avoir le sternum cassé et peut-être le cœur arrêté parce qu'on y a mis un gros direct. Donc, je pense que je suis surpris qu'on crie plus au scandale et qu'on veut interdire une technique qui est de jambe à jambe et qu'on n'interdise pas des techniques qui sont de jambe à organes précieux. Je parle du cœur, des poumons, du foie, parce qu'un middle dans les côtes qui va casser une côte pourrait amener la côte à perforer le poumon ou quoi que ce soit. Et on ne trouve pas ça ultra dangereux. Voilà, je trouve que dans la classification de la dangerosité des choses, voilà, je n'aurais pas pensé à crier dessus, à crier au scandale, à vouloir interdire l'oblique kick. Je trouve que l'oblique kick, c'est, encore une fois de plus, le low kick bloqué, tu peux pas le défendre. Comment tu le défends? Il est bloqué, tu ne sais pas à quel moment ton os est fragile ou pas fragile, tu ne sais pas quel angle de frappe est dur ou pas dur, tu ne sais pas. Le big kick, c'est simple. Tu sais que ton gars va te mettre un oblique kick 1-2 fois, tu avances ton genou, tu le gardes plier ton genou, tu évites qu'il soit sur un angle 180, tu le laisses plutôt plié et pointu vers l'adversaire, bah, tu n'as rien, tu n'auras jamais rien, quel que soit comment il va frapper dessus. Maintenant, si tu négliges et tu laisses ta jambe tendue, bah, tu prends des gros risques de te faire mal. Et il y a tellement de manières de se faire mal en MMA que je ne comprends pas qu'on Bah, c'est la petite polémique du week-end aussi, je pense.
Hmm. C'est la petite polémique du week-end aussi. Je pense qu'ensuite, ça va très rapidement être oublié, à mon avis. Ah, ça a pris un peu partout, hein. Enfin, il n'y a pas un pays où enfin, tu fais la veille informatique, Ouais, c'est c'est clair. terrible, hein. C'est-à-dire qu'en Europe, aux États-Unis, en Asie, tout le monde en parle, hein. C'est vraiment une vraie question, tout le monde en parle. Donc, même si c'était la polémique du week-end, ça reste quand même un sujet qui m'a surpris. J'ai été surpris de voir combien de fois cette attaque a poussé les gens à paniquer. Après, c'est vrai aussi que c'est assez spectaculaire visuellement. C'est comme bah, les penalties qui sont toujours autorisés. C'est au Rising et au NFC, par exemple. Mm. Donc bon, Ça ça se peut se comprend quand comprendre. même. Oui. Penalty, bon, on est en train de parler d'une tête qui fait comme qui a le rôle du ballon dans le penalty ou le coup franc. C'est pas pareil. C'est pas, ouais, je sais pas, hein. Il y a une expression où on dit au rugby quand tu as quelqu'un qui est un charbonneur au rugby et qui joue le sale boulot, qui est une troisième ligne, qui est un flanqueur. On dit, enfin, les anciens, des fois, quand tu parles avec les anciens du rugby, ils te disaient, ce mec-là, il a mis sa tête où tu ne pourrais pas mettre ton pied. C'est-à-dire qu'il y a des mêlées tellement chaudes où on relève la tête avec des pêches qui vont rentrer et pendant qu'on a les deux têtes qui sont là, les deux lignes qui sont à la mêlée, il y a des coups qui remontent et il y a des mecs qui étaient des spécialistes même sur les percussions. La percussion, on l'a fait avec l'épaule des fois. Et puis, il y a des gens comme Chabal qui faisaient la percussion avec le crâne. Et tu as des gens qui emploient cette expression pour parler de quelqu'un, pour dire c'est un tough, que c'est un dur à cuire. On dit, il met la tête où tu ne pourrais pas mettre ton pied. Encore une fois de plus, pour illustrer combien de fois la tête elle est précieuse et que le pied, bah, s'il faudrait mettre ton pied quelque part pour tester la dangerosité, bah, c'est moins dangereux que d'aller mettre ta tête. Mm. Et on avance avec le co-main event. Donc là, c'est Thomas Minal qui affrontait Sergei Spivak. Fernand nourrissait de grands espoirs hein, pour ce Britannique. Il a fait le travail, mais est-ce qu'on en a appris un petit peu plus sur lui? Parce que personnellement, moi, je m'attendais à ce qu'il se passe ça. Et surtout, ah oui, et on en a parlé avec Rust après. On a surtout dit, il faudrait qu'il ait un Fernand Lopez comme manager. Parce qu'après, dans son interview de MMA Fighting, je sais pas si t'as vu ça, il a dit qu'il n'était pas prêt pour les tops de la catégorie, qu'il lui fallait encore longtemps, et il a call out, et là on a vraiment été choqués, Blagoy Ivanov. Et notre réaction ça a été, qui call out Blagoy Ivanov après une performance comme ça? Speechless. Moi, j'étais choqué. J'ai remarqué ça tout seul. Moi, j'étais débordé. Dans le sens où, bon, déjà, la vérité, c'est que je pense que j'étais déjà choqué de l'appréciation qu'on a fait de sa performance. C'est-à-dire dans le sens que les gens étaient trop... Ok. Enfin, l'appréciation, c'était très Trop... surcoté, la Ok. performance. Alors que Thomas Pinal, j'adore. Pour moi, c'est le futur de la catégorie. Je pense que ce qu'il a montré contre Spivak, ce n'est même pas les 1/10 de ce qu'il est capable de faire. Je ne comprends pas que j'étais même surpris qu'il ait eu la performance de la soirée avec ça. Mm. Parce que il est tellement bon que comment il a fini, je ne sais pas, je vois un peu ça comme comme Cyril qui finit de Santos. Mm-hmm. On s'y attend un peu. Et donc, De Santos prend un coup de coude, il tombe, il se met en boule, Cyril met des frappes dessus, le combat arrêté, bon, le gars est débordé, Spivak qui n'a même pas compris ce qui s'est passé, il était débordé comme c'était prévu, il n'y avait rien, il y avait rien, tu sentais même que
Aspinall, il a voulu faire du bon show. Il a voulu faire un peu du Sean O'Malley. Mhm. Il a pris son temps. Il a dit qu'il voulait toucher sans être touché. C'est bien. Et du coup, il est arrivé, il a touché, il a évité d'être touché, il a retouché, il a évité d'être touché. Mais à un moment donné, c'est allé en brouillon parce que Spiva faisait n'importe quoi. Mais non, la performance ne m'a pas impressionné. Quand tu vois le combat de Spiva contre Oleinik, Mhm. va juste regarder le combat. Tu as l'impression que c'est deux anciens qui ont les deux 60 piges et n'en peuvent plus. Et donc, du coup, tu sais que Spivak qui prend un combat en short notice va se faire découper par Thomas Spinal, ça on le sait. Donc, non, et puis le col, je suis débordé. Je suis débordé. Mais à ton avis, c'est Enfin, dû à quoi ça? Surtout qu'en plus, j'ajoute aussi par rapport à la surprise, c'est qu'il est en heavyweight et donc une catégorie où mine de rien, l'ascension est quand même un petit peu plus simple qu'en bantamweight ou en lightweight, des catégories complètement surchargées. Toi, tu l'expliques comment ça se... je l'explique juste par une méthode il y a des méthodes, des théories qui existent et qui traînent. Il y a des théories qui durent des années, des siècles, ça ne bouge pas. La théorie du management selon laquelle, bon, ça ne sert à rien d'aller prendre des gros noms tant qu'on ne te paye pas. Faire, comme tu n'es pas encore bien payé, autant prendre des petits noms et tu prends des combats faciles. Un combat est toujours dangereux. À tout moment, tu peux galérer. Mais va en avant, va tomber en avant. C'est que de toutes les façons, et ça, c'est un mode de management qui dure des fois. Il y a toujours des gens pour te conseiller. Ah, mais tu n'as pas vu lui. Lui, il a été sollicité par l'UFC. Il a dit non à l'UFC. Il a dit, moi, je vais aller à l'UFC quand je serai prêt. Mais quand tu seras prêt, tu ne seras jamais prêt. Arrête, vas-y juste. Il n'y a pas un moment où tu seras prêt. Il n'y a pas... Enfin, et on continue à avoir des jeunes qui disent ça, qui vont à l'UFC, qui se cassent la gueule, qui reviennent, qui ressortent de l'UFC rapidement. Et pourtant, ils disent, voilà, je suis bien mûr. J'ai refusé 7 fois l'UFC et là, je peux aller à l'UFC. Et c'est la même chose qu'il est en train de faire. Bon, je refuse le top 10 pour le moment, je ne mérite pas. Il faut déjà que je prenne un top 15. Mais non, Tom, mais non, vas-y, perds pas le temps, vas-y. Tu fais un... Et Et pour surtout peu le fait de dire que... qu'il lui faut beaucoup, même quand il a ajouté, j'ai encore besoin de beaucoup plus d'expérience. Parce que tu vois, c'est même pas, même dans l'esprit des gens, là, on est en train de se dire quoi? Donc ça veut dire qu'on va attendre 3, 4 combats? C'est ça, c'est ça. Le mec, enfin, on parle de lui comme un futur contender et lui, il nous dit non, non, les gars, je suis pas encore prêt. Son call-out est terrible. Après, bon, c'est déjà bien, il a fait un call-out. Il n'a jamais fait de call-out, il n'a jamais osé faire de call-out. Il est de ce genre de personne qui ne fait pas de call-out. Et quand il réussit à faire un call-out, il faut apprécier, il faut remercier parce que du coup, on évolue quand même. Il, on va, son manager va lui faire un peu, va lui donner la réalité des faits et puis il va réajuster. La prochaine fois, il va être un peu plus ambitieux. Mais Blako Imanov, Ivanov, Blago Ivanov. Bon. Ivanov, Mais en tout cas, il est content parce que je pense que au moins les gens se font ah oui, c'est vrai qu'il est à l'UFC. c'est ça, le mec, on l'a oublié. Enfin, le mec, on l'a oublié. Et il y a le gars qui est censé être le futur. Très clairement, il va dans l'idée de se dire, je veux le combat le plus facile parce que je ne suis pas encore bien payé. C'est tout. Moi, c'est la seule logique qui a un sens. Et ça, c'est une école. Il y a une école de gens qui gardent des choses comme ça. C'est qu'il y a des choses qu'on fait, tu ne sais pas pourquoi. C'est, par exemple, on te dit... Bah, il y a eu Sean O'Malley là récemment qui a fait ça avec Frankie Edgar. Il a refusé d'affronter Frankie Edgar à New York justement pour des raisons financières. Ouais. C'est ça. Non, même pas. C'est pas pour des raisons financières, Enfin, pour genre, les il taxes demande à plus New York, d'argent. c'était ça. Ouais. C'est pas pour des raisons financières parce qu'il n'a pas plus d'argent. C'est pour des raisons financières parce qu'il estime que vaut mieux ne pas prendre des grands noms. Sauf qu'il y a que les grands noms qui t'amènent sur la ceinture, finalement. Et ce n'est que quand tu as la ceinture que tu touches vraiment l'argent. Avant la ceinture, tu n'as jamais d'argent. C'est de la misère. Il n'y a rien. Il n'y a rien.
Éventuellement, après la ceinture, tu te fais un nom, tu deviens un nom, une institution. Comme Dos Santos, tu te mets à toucher constamment l'argent parce que tu t'appelles Dos Santos, parce que tu t'appelles Mark Hunt et que tu as atteint un certain plafond, tu plafonnes sur tes sous. Mais sinon, tu es un jeune, tu t'appelles Tom Aspinall. Mais t'inquiète pas que si tu as envie de rester le gardien du temple et affronter tous les mecs qui sont autour du top 20, bah, l'UFC n'a pas de problème. Hein. Tu peux rester là 3 ans si tu veux. Hein. Ils vont te payer pareil. Ça va monter tout le temps de 2000 à 2000. Hein. En gros, Tom Aspinall, bah, s'il gagne 30 plus 30, bon, on lui a rajouté 2000 plus 2000. Ou alors, là, on lui a mis 3000 plus 3000. Et puis, il va remonter à, quand il gagne un beau combat comme ça, bon, il y a ses 50 000 dollars, mais au lieu de 30 plus 30, la prochaine fois, il va prendre 33 plus 33. Ensuite, il va prendre 36 plus 36. C'est un sketch. En tout cas, Tom, si tu nous regardes, un petit peu plus d'ambition pour la suite. On va passer au main event. Main event, Derek Brunson s'est imposé face à Darren Till. On a bien évidemment parlé de Darren Till, mais Fernand a été, enfin, petit début de campagne, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai ressenti dans tes tweets, pour Derek Brunson, c'est 5 victoires consécutives et un title shot contre Israël Adesanya. Donc voilà, on a en tout cas quelqu'un qui est à fond derrière Derek Brunson, 37 ans mine de rien, et qui apparaît comme dans son prime. Ben c'est pour ça, on n'a pas beaucoup de temps avec lui, allons-y. Effectivement, je comprends, ce serait bien qu'il affronte d'abord Cannonier, ce serait bien que j'ai capté. Mais moi, Cannonier, Adesanya, ça ne m'excite pas. Moi, ce qui m'excite, c'est une grosse opposition de lutte contre Adesanya. Tu vois, Derek, on sait que quand il met la main sur toi, tu sauras qui sait lutter. Et on l'a vu mettre des gros KO parce que les mecs avaient peur de sa lutte. Du coup, ça m'excite un peu de le voir aller de l'avant. Et puis, je trouve qu'il le mérite. Il a fait des beaux combats, tu vois. Je suis pas sûr que Cannonier, il ait une succession de 5 victoires. Je pense qu'il a perdu avant de retrouver le chemin de la victoire. Je pense qu'il est sur 2 victoires consécutives, un truc comme ça, je sais plus. Mais en tout cas, oui, en tout cas, moi, je pense qu'il faut avancer. Je pense que là, il fallait qu'il avance un peu plus, qu'il a cherché un peu plus, tu vois. C'est moi dans les middleweight et tout. Plus tu avances, plus tu gagnes. Hein. Mm-hmm. C'est qu'un mec comme le combat que va faire, pour moi, le combat que va faire Nassourdine Imavov contre Edmond Shabazian, pour moi, c'est un combat encore plus difficile que un combat contre l'Italien. Ok. C'est-à-dire que si Nassour venait à battre Edmond Shabazian, vaut mieux Collard. Comment il s'appelle? Non. Darren Till ou comment il s'appelle l'italien Marvin Vettori, mais qui affronte Paulo Costa. C'est ça. Mais encore une fois de plus, si jamais il était libre, parce qu'aujourd'hui, Darren Till, il va faire quoi? Darren Till, il va affronter Uriah Hall, certainement. Okay. Ce serait le meilleur choix pour lui. Mais en réalité, il y a des combats archi faciles devant. Moi, je trouve que Uriah Hall, c'est facile pour Nassourdine. Moi, je trouve que Marvin Vettori, c'est facile pour Nassourdine. Alors que Shabazian, c'est un bordel. C'est pas facile. C'est un très bon combat pour nous, mais c'est pas facile. Et tu sais que Marvin Vettori, il est classé, je sais pas... Cinquième, c'est génial. tu vas vers l'avant, tu vois. Et pour moi, je trouve que ça va être relativement facile pour Nassourdine d'affronter un mec comme ça qui est juste bœuf et qui est un gros lutteur. Pour cette catégorie middleweight, toi, comment t'expliques la renaissance quelque part de Derek Brunson, qui était devenu un gatekeeper et là aujourd'hui il fait plus rire personne? Bah parce que encore une fois de plus, il a compris son chemin.
je pense qu'il y a un moment donné dans la carrière d'un athlète où on se cherche, où on ne sait pas exactement son style. On va en combat et puis on perd par KO et on se dit, bon, putain, je vais aller améliorer ma boxe. Et donc, je repars, je me mets au charbon, je bosse beaucoup la boxe. Ensuite, on perd parce qu'on n'a pas été très bon en lutte. Et puis, on revient, on dit, ah, j'ai oublié ma lutte, je vais aller améliorer ma lutte. On se perd un peu en translation pendant les changements de style. Et puis, il y a un moment, tu trouves ton style. Moi, je pense qu'il a trouvé son style, même si il y a eu certains timings sur ce combat qui n'était pas parfait, mais on sait aujourd'hui que de manière sûre, quand il fait son agressif en anglais en envoyant ses larges crochets, euh, s'il loupe les crochets, il finit par tomber sur tes jambes. Et s'il tombe sur tes jambes, c'est sûr que tu vas au sol. Et c'est son style, parce qu'au sol, il n'est pas un mec qui dort au sol. Au sol, il est actif, il est efficace, il donne du grand pound, il frappe, il va chercher les soumissions. Et c'est bien. Il a compris qu'il était ceinture noire et que même si c'est un lutteur à la base, il est black belt et que ce serait bien qu'il utilise son côté soumission. C'est d'ailleurs un peu ce que je souhaitais pour que j'aurais conseillé, que je sais pas que j'aurais, que j'ai conseillé à comment il s'appelle 77 kilos, le Brésilien, la ceinture, celui qui a combattu contre, qui a perdu contre Ousmane Camara. Gilbert Burns. Voilà. Bah, c'est ce que j'ai conseillé. Je le disais tout le temps. Je me disais tout, ah, s'il a amélioré sa lutte, s'il a amélioré son sol, si son sol était un sol agressif de soumission. Et récemment, quand on s'est vu, je lui ai dit, parce que, bon, on a une belle amitié. Et voilà, je l'ai dit de manière très humble, tu vois, en disant, je pense que la clé, c'est le sol. Je pense que il faut que tu réfléchisses comme si tu étais sur une compétition de ADCC de soumission où la seule victoire qu'il y a, c'est la soumission, pas de points. Oublie les points, va être agressif et tu vas tous les tuer, tu vas les mettre en danger, tu vas les tuer. Et je pense que aujourd'hui, c'est ce qui fait bien Derek Bronson, c'est dire, OK, j'ai un bon sol. Non, j'ai une bonne lutte, mais cependant, j'ai aussi un bon sol. Si je continue à mettre du gros grand impact, les mecs en normal, ils vont tourner le dos. S'ils donnent le dos, bah, je vais chercher la soumission. Il le fait bien et il a trouvé son chemin. C'est pour ça que je pense que j'aimerais le voir avec Israël. J'aimerais vraiment le voir avec une grosse opposition. Et puis il y a une histoire quand même entre les deux, puisqu'Israël Adesanya s'était imposé au Madison Square Garden en 2018 pour, on va dire, c'était le vrai premier gros choc, très belle victoire d'Israël Adesanya face à un adversaire de renom. On avance avec le gros sujet du jour, c'est comment finalement enrayer une spirale négative quand on est coach, quand on est manager, parce que là il y a quelqu'un, on était dévasté. En tout cas, enfin, j'étais dévasté. Je sais pas pour Fernand. Pendant le Glory 78, 3 knockdowns, une véritable domination et une défaite par KO pour Bader Hari. Quand t'as vu ça, Fernand, qu'est-ce que tu t'es dit finalement? Moi, qu'est-ce que je me suis dit? Euh, Ça m'a fait de la peine pour lui. Ça m'a fait beaucoup de peine pour lui parce que il y a un moment donné où il y a, quel que soit le, enfin, c'est fou ce que je vais dire. L'athlète, contrairement à ce qu'on pense, qu'il est très bien entouré, qu'il est beaucoup entouré euh, dans les arcanes, au fond de lui-même, un athlète est souvent très seul, très solitaire, très esselé finalement, parce que ce qu'il ressent l'isole tout de suite. Et, et, et c'était un moment de solitude, un gros moment de solitude pour lui parce que je ressens sa peine de loin à une dimension très, très, très petite. À ma dimension, je l'ai ressenti dans ma carrière. J'ai fait l'un des combats dont je suis le plus fier dans ma carrière, c'était mon second combat contre Patrick Vallée. Et pourtant, je l'ai perdu le combat par KO, high kick. Mais j'en étais le plus fier parce que j'avais fait, avec mes coachs, j'avais fait une préparation extraordinaire, juste magnifique pour moi. J'avais fait une progression incroyable.
le premier combat avec Patrick Vallée, je commence le combat en mode petit déplacement, mais je lui rentre dedans. Et du coup, j'envoie des crochets assez larges et je vais à l'assaut et je suis quasiment à 30 centimètres de lui, collé à lui en train de boxer et il balance un high kick venu de nulle part. Impossible pour moi de voir. D'une souplesse incroyable, sans forcer. Et il va me toucher, boum, KO. Donc, je sors de là, grosse solitude. Parce que tu es dégoûté, tu es dévasté. Et donc, du coup, le temps passe, je vais faire une grosse prépa. Et dans la foulée, on m'annonce que je fais le match revanche sur une belle carte. Et donc, je vais faire la prépa, je la fais très bien et j'arrive et donc c'est un tournoi à quatre où on fait deux combats dans la même soirée. Sur le premier combat, je bats Eric Sebarek et lui, il va battre quelqu'un, je ne sais plus c'est qui. Ensuite, on va se croiser en finale encore. Et je vais faire deux rounds où je me balade, où j'ai masterisé les déplacements. Les gens ne se rendent pas compte, mais moi, je viens de la lutte. Et à la lutte, on est pied à plat. Et sur ce combat-là, je me déplace, je suis archi content, les changements de direction. Limite, je le narre, je suis intouchable. Je le touche, je suis intouchable. Quand il fonce, je change de niveau, je l'amène au sol. Je m'amuse. Je m'amuse. Il place des high kicks, je bloque. Il place un autre high kick de l'autre jambe, il était ambidestre et tout, je bloque. Et à un moment donné, plus rien. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me réveille. Je sors je sors d'un coma, quoi. Enfin, limite un petit coma. Je viens de faire 4 minutes inconscient. Et je dis, qu'est-ce qui s'est passé? On me dit un coup de pied. Je dis, mais non, j'ai tout bloqué. Enfin, j'ai fait que ça, quoi. J'étais archi préparé pour ne plus être surpris par ces coups de pied. J'ai tout bloqué, je l'ai touché, j'ai pas été touché, dégoûté, dépité de son côté. À l'époque, c'était deux gros camps. Moi, j'étais de la FFA, il était de la haute tension. C'était, voilà quoi. Et non, Mathieu me dit, ici, il y a un coup de pied qui est passé. Et c'était le front kick au menton. Le même coup de pied que Anderson Silva a mis à Victor Belfort, le même coup de pied que Lyoto Machida a mis à Randy Couture, je crois. Enfin, bref, le fameux front kick au menton. Et je m'écroule. Et il y a un moment de solitude qui est terrible, en fait. C'est-à-dire que, en gros, tu es là, il y a des gens, tu ne t'appuies pas sur ton sort, parce qu'il y a des gens, je me réveille et je vois des amis autour de moi. Euh, et c'est assez cool autour de moi. Il y a mon frère, ça se passe bien, je rentre chez moi, pas de souci. Et il y a un moment où tu es seul, en fait. Et j'ai l'impression que tu ne te sens jamais plus seul au monde. C'est-à-dire que dans ta vie, tu ne te sens jamais aussi seul. D'ailleurs, c'est ça qui fait mon attachement aux athlètes. Parce que il y a un moment donné où on oublie, l'athlète est oublié. Je vais raconter une autre anecdote assez terrible qui m'a beaucoup rapproché de Francis alors que c'était un moment où c'était compliqué. 2018, quand il perd son combat, dans les vestiaires, ceux qui étaient là vont se rappeler, il y a moi et il y a Tino Martin autour et il y a Tonton. On est entré comme des rois quand on est arrivé à Boston. Les gars ont négligé complètement Stipe. Ils lui ont manqué complètement de respect à l'UFC. On est arrivé comme des rois. On est arrivé dans le stade en mode limousine. On nous bichonnait. Quand on est rentré de là,
Je me rappelle, on sort de la cage, on va dans les vestiaires sont vides, il n'y a plus personne. Parce que l'événement est fini, on fait le dernier combat. Francis ne peut pas tenir debout. Il ne peut même pas, il peut pas faire ses lacets, il peut rien faire. Il peut rien faire. Quand je dis rien faire, il peut même pas respirer. Francis est couché à même le sol. Euh, je lui soulève l'élastique de son short. Quand je suis fatigué du bras et que je laisse l'élastique redescendre sur son short, il ne respire pas bien. Je lui demande, est-ce que tu veux que j'appelle les premiers soins? Il dit non, 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 c'est pas grave. Juste essaie de me retirer le short, s'il te plaît. Et il est posé là, il est sur le dos et ça va prendre un temps, mais tellement long. Et on est seul. Donc, je crois qu'il y a Tino Martin tout qui lui tient la tête pour la relever un peu. Je pense qu'il y a tonton qui essaie de lui donner de l'eau et qui ventile à côté, qui lui donne un peu d'oxygène. Et il est seul. Et il est très, très seul au monde. Genre, il est là et la vie vient de basculer. La veille, c'est un super star. Là, à l'instant, c'est fini. Il n'est plus personne. Enfin, s'il y a une dame qui vient nous harceler pour nous dire il y a la presse-conférence, mais elle s'apitoie pas sur notre sort. Elle dit juste, les gars, dépêchez-vous, levez-vous, on va à la presse-conférence. Et sauf que Francis, ça prend, je sais plus, hein, peut-être je me trompe, mais je pense qu'on a fait 1h30 allongé. Impossible de respirer, impossible de exténuer, ultra fatigué. Et en gros, on était à Vegas. Et lui, il habite à Vegas. À Boston, le combat. Oui, Ouais. on était à Boston et lui, il habite à Vegas. Et on avait, voilà, c'est ça, c'est que je me mêlais les pinceaux, mais il y a un combat où on était à Vegas, effectivement, où il combattait à Vegas, mais ça, c'est autre chose. Mais voilà, on était à Boston et il avait son hôtel et donc je vais dans sa chambre. On avait des chambres séparées. Et je vais passer du temps avec lui dans sa chambre. Et à ce moment, tu entends le gars, comment dire, c'est pour ça quand tu l'entends parler et tu sens qu'il est seul. Tu sens qu'il est triste, mais profondément triste. Parce qu'il se pose des questions existentielles. Genre, je me rappelle même pour sortir de là, après la presse-conférence, on va au lieu de sortir par l'avant où il y avait beaucoup de spectateurs et les gars qui signent les autographes et tout, on va prendre la porte derrière pour aller prendre une voiture à l'arrière et pour aller rejoindre sa voiture parce que je pense qu'il était venu en voiture, je sais plus ce qui s'est passé. Mais en gros, on avait notre voiture, on n'est pas passé par la voiture de l'UFC. Mais toujours est-il que, alors, je sais pas. Non, le combat de Derrick Lewis, c'était où? Le combat de Derrick Lewis, c'était à Vegas, ouais. C'était en juillet 2018, ouais. Ok, c'est dans ce combat-là. C'est ce combat-là parce que je me rappelle que on avait la chambre d'hôtel, mais il avait une autre chambre d'hôtel qui était un peu, enfin, il avait sa chambre d'hôtel, mais il pouvait rentrer chez lui puisqu'il était à côté. Parce que je me rappelle qu'on est allé prendre sa voiture, que je l'ai accompagné. Mais en tout cas, j'ai fait une digression de ouf pour vous dire que moi, ce que je retiens beaucoup, c'est que quand tu me poses la question, qu'est-ce que j'ai ressenti à ce moment-là? J'ai pensé à la famille de Badari, j'ai pensé à Badari lui-même, j'ai pensé à ces moments de solitude que j'ai rencontrés toujours dans ma vie, quoi. J'ai rencontré tellement de moments de solitude. Je me rappelle que j'étais en contact avec un mec qui fait de la réalisation et le premier projet documentaire que je lui avais, quand il m'avait proposé de faire un documentaire ensemble, je lui avais dit, faisons un documentaire avec le titre Les arcanes du sport. Il me dit, pourquoi les arcanes du sport? Je lui dis, parce qu'il faut qu'on parle de ce qui se passe quand il n'y a personne. C'est terriblement triste quand il n'y a personne. J'ai connu tellement de tristesse dans le monde du sport de combat, c'est effrayant. Entre, tu es là, il y a la lumière, il y a tout le monde qui est autour de toi, qui est en train de t'interviewer, et le lendemain, il n'y a personne. Tu es tout seul. Tu es juste triste, il n'y a personne, il n'y a rien autour de toi.
Et je te dis, bah, avec, je donne des exemples parce que c'est des exemples connus, mais en réalité, je l'ai eu avec beaucoup d'autres athlètes du MMA Factory. Je me rappelle la énième défaite la dernière défaite de Teddy Violet qui venait arrêter son espoir d'aller à l'UFC. Donc, il est sur une série de 10 victoires consécutives. Il va au Japon affronter un vétéran de l'UFC. Si le gars il passe à l'UFC, il perd ce combat. Ensuite, on se dit, on va remonter la pente, on refait 2 victoires, on va en Italie. Il perd un combat contre un jeune que je manage actuellement et je vais l'embrasser et je le garde dans mes bras longtemps parce que je sens qu'il est seul. Il est là, il y a beaucoup de monde, mais il est seul. Il est perdu. Il est seul, mais complètement dévasté. Et c'est à ce moment que le rôle du coach est très important de montrer ta tête tout de suite, de montrer la présence tout de suite, de montrer du soutien tout de suite pour qu'ils comprennent que la vie ne s'arrête pas à ce qui vient de manquer. La vie ne s'arrête pas parce que ça vient d'être loupé et qu'on peut remonter la pente. Euh, euh, et quand tu as des cas comme ça, je vous parlais du cas d'Alan Boudou par exemple, ce qui te vient en tête le plus, c'est que ces personnes-là, tu as envie de remonter la pente. Tu as envie de Badari, son coach, quel que soit ce qui va se passer, il souhaiterait que Badari n'aille pas à la retraite sans avoir fait un autre combat et une autre victoire. Quand tu es un coach, tu as envie de lui donner cette victoire-là. Tu as envie de donner, tu as envie de tout donner pour avoir cette victoire. C'est que moi, au moment où ce n'est pas un secret, au moment où la défaite se passe avec Francis Sucipé, on est déjà à désaccord. Ensuite, il y a le combat de Deglewis, il fait appel à moi. Je vais aux États-Unis. On a une autre défaite. Il s'entraîne aux États-Unis, hein, il vit aux États-Unis, il s'entraîne, on a une autre défaite. Et moi, je reviens en France. Et puis, il y a le combat de Curtis Blade pour la Chine. Et c'est le combat final. C'est-à-dire que dans la carrière de Francis, après Sipé, après Derrick Lewis, s'il perd une deuxième fois contre Curtis Blade, il est côté de l'UFC. Alors que Dana White l'a dit récemment en disant, ce mec-là, il y a un moment donné, il était très mal à l'UFC, on aurait pu s'en débarrasser, on aurait pu le côté, c'est de ça qu'il parle. Au moment où on va en Chine, il a le pire, le boogeyman de la catégorie, Curtis Blade, le pire adversaire possible pour Francis. Il va le rencontrer sur son 3e combat et sur une série de 2 défaites. Et en plus, un adversaire qu'il a déjà battu. C'est ça. Donc, bonne décision. Il replie. Quand ça ne va pas, on revient à la maison. On revient à la maison, il replie et il fait tout son camp d'entraînement au MMA Factory. On va en Chine, on gagne le combat et ensuite, il repart aux États-Unis. Le but, en fait, pour le rôle aujourd'hui de Badari, je ne sais pas si c'est ce qu'il veut faire, parce que ça ne vient pas tôt comme ça dans ta tête. Badari a 36 ans, il a, je crois, 120 combats, il en a gagné quasiment 90 par KO, je ne sais pas quoi, enfin, il a un nombre de ceintures. Il a tout fait, et là, il est sur une série noire où ça ne va pas. Il a des soucis de justice, il a des soucis de machin, il a des problèmes avec le sport. C'est super compliqué. Ça va être capital sa décision. Je ne suis pas sûr qu'il sache ce qu'il a envie de faire actuellement. Mais je ne suis pas sûr. Ouais. Mais donc, comment, plus simplement, on va dire, enrayer ces spirales comme ça? Je ne pense pas qu'on sache comment enrayer la spirale. Je pense que... Mais toi, tu as déjà fait face à ça? Quelque chose où un de tes athlètes, où t'as l'impression que vraiment, quoi qu'il fasse, même si tous les bons choix sont faits, il va se passer quelque chose qui fait que, au bout, on ne sort pas la tête du trou. Ou quelque chose où t'as pris la décision pour ça, pour réussir à sortir un peu de cette spirale. Je ne l'ai pas encore eu avec un adversaire, avec un élève à moi, où je ne sais pas ce qui lui fait perdre ses combats. En général, je sais ce qui fait perdre les combats à mes athlètes. Je réussis à identifier. Je n'ai pas encore eu le cas où, quoique même pour Badari, j'ai identifié c'est quoi le problème.
très clairement, pour Bah moi, allez, bah c'est parti. pour moi, très clairement, je pense que la Hollande est en train de perdre la main. Les Pays-Bas sont en train de perdre la main sur ce qu'ils avaient comme avance. À un moment donné, il y avait le Muay Thai aussi, en Thaïlande. Le Muay Thai, le bon Muay Thai. Et donc, ils étaient en mode traditionnel parce qu'il y avait encore l'héritage du Muay Boran avec tout ce qui va avec. Traditionnel. Ils n'avaient pas compris que la performance sportive vient avec autre chose. C'est-à-dire qu'au lieu de garder la même chanson thaïlandaise qui fait des bruits incroyables, là, qui crève le tympan, au lieu de garder cette attitude-là traditionnelle, il fallait comprendre que c'est un sport. Et quand on a un sport, on fait une modélisation de la performance. On prend les facteurs de performance les plus importants, on travaille dessus. On ne reste pas à se dire, mais non, en Muay Thai, on ne se déplace pas, on ne court pas sur la pointe des pieds, on a les pieds à plat, on avance, on fait ça, on frappe dur. Ça, c'est l'ancien Muay Thai. Ensuite, les Hollandais arrivent avec quelque chose d'un peu plus pinché. Ils ajoutent la grosse anglaise, des grosses frappes, ils ajoutent les blocages, ils ajoutent des frappes et ils mettent un peu de déplacement. Ensuite, ça repart du côté de la France, avec pas mal de Français qui se déplacent. Ça repart du côté de la Thaïlande, avec des vrais Thaïlandais qui se déplacent. C'est-à-dire que les grands champions, on voit des champions thaïlandais qui commencent à bouger, se déplacer et tout, et ce n'est plus choquant pour qui que ce soit de voir des Thaïlandais bouger sur la pointe des pieds pour faire des changements de direction et des footwork. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est dans les patterns des Hollandais, c'est que ça frappe fort quand même. Ça fait toujours ce qu'on appelle le step avant de frapper la jambe, avant de mettre un kick. Ce kick-là, il est ultra puissant parce qu'on step et on pédale avant de frapper, mais sauf qu'il donne beaucoup d'indicateurs pour pouvoir être contré. Il laisse un laps de temps qui fait qu'on se fait contrer. Badari charge et fait un step pour frapper. Le Polonais, si vous avez vu le coup au ralenti, c'est l'un des coups les plus légers qu'on ait jamais mis. Mais comme ça part sans annonce et qu'il n'y a pas la hanche qui bouge, il n'y a rien qui bouge, il se lève, il envoie d'un coup, ça fait mouche. C'est ultra dangereux. Ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup, euh, euh, qu'on avait beaucoup en France avec ceux qui sortaient de la boxe française. La BF a ce truc-là où ta jambe avant, tu la montes sans annoncer la couleur, sans faire un step, voilà. Et sauf qu'en Hollande, on continue à le faire. À chaque fois, moi, j'ai reçu un jeune poids lourd à la salle il y a 2 semaines avant d'aller en vacances. C'est un mec qui combat au Glory et qui va faire son passage sur l'OMMA. Et donc, je le prends au PAO. Et à chaque fois, il me fait ce step-là. Ce n'est pas des steps, ce n'est pas d'appel avant de frapper. Cet appel-là laisse de l'ouverture. Moi, je trouve que tu gagnes en force, mais tu perds en effet de surprise. Je préfère réduire la puissance, garder l'effet de surprise, et c'est ce qu'a fait le Polonais, et c'est ce qui a marché. Donc, du coup, moi, mon diagnostic, il est fait sur ce qui s'est passé sur le combat. Attention, il y a des éléments concomitants du fait que quand tu domines largement un combat, tu ne fais pas le fou, tu ne restes pas comme ça sans avoir la garde montée. La deuxième des choses, c'est que le step pour pouvoir frapper, le step pour pouvoir boxer. Et donc, pour mes athlètes, j'ai eu des athlètes, je savais ce qui ne va pas. En gros, j'ai eu Thierry Ramos-Soukudjou, qui est le premier Camerounais à avoir fait le Pride, le premier Camerounais à avoir fait l'UFC, très célèbre. Il a battu Nogueira, il a battu Ricardo Aruna, voilà quoi. Il a combattu Who, il a fait quasiment toutes les organisations et c'était déjà j'avais déjà cette affection pour les poids lourds et les poids lourds légers. Et donc du coup, il y a eu un moment donné vers la fin de sa carrière, c'est mon ami, hein, c'est comme un frère. S'il m'entend là, il va péter un plomb de dire que j'ai dit que c'était la fin de sa carrière parce qu'il pense toujours qu'il va combattre. Il veut toujours combattre. Parce que
je suis son manager, mais il a repris des études. C'est quelqu'un de très intelligent. Il a repris des études et il a fini par avoir un gros job maintenant, mais il a toujours envie de combattre. Bref, toujours est-il que à un moment donné, Thierry, il perdait ses combats en mode je suis bien, je gagne, et d'un coup, je lâche l'affaire. Mais je lâche comme ça, je lâche, je me débranche, je lâche, je perds le combat. Et donc, je savais que c'était juste ce truc de s'apitoyer sur son sort. Il avait déjà été au rouge une fois sur le cardio et il se disait je ne vais plus aller jusqu'au rouge, quoi. Cette sensation de rouge là ne doit plus m'atteindre. Donc, il m'est arrivé de jouer le préparateur mental et le dernier combat qu'il y a au KSW, c'est les paroles que j'ai avec lui. Je lui dis, il faut que tu laisses ton corps à la science. Enfin, pour qu'il y ait une organisation, il faut qu'il y ait des pompiers. Il y a deux ambulances de réanimation. Ils ont tout, ils ont l'oxygène, ils ont tout. Ne t'occupe pas de toi, ne t'appuie-toi pas sur son sort, donne ton corps à la science. Ensuite, on va, t'inquiète pas, si tu tombes dans les pommes, je serai le premier à venir te sauver, il y aura les secours, mais il faut que tu arrêtes de faire ce blocage où tu as envie de te préserver et tu mets un fusible pour ne pas arriver à la zone rouge. Donc, il y a comme ça des choses, je pense qu'aujourd'hui, Badari doit dynamiser sa manière Les Hollandais doivent dynamiser leur manière et rechanger un peu la manière de kicker, de faire ça différemment. Les règles en plus les règles le mode de training du K1 du Glory n'aide pas beaucoup. Le Glory, c'est j'arrive, j'ai des grosses patates, c'est même plus du kickboxing. J'envoie des pêches, je bloque, j'envoie des pêches, je termine avec un kick, j'envoie 1, 2, 3, je termine en kick, ensuite c'est à l'autre, 1, 2, 3, il termine en kick, ensuite c'est à moi, 1, 2, 3, et puis le premier qui touche fait tomber l'autre. Ça ne favorise pas beaucoup les choses et putain, il a beaucoup d'espérance, il peut ajouter quelque chose, quoi. Il peut rajouter des déplacements, il pourrait rajouter quelque chose. 36 ans, c'est certes plus jeune, mais ça reste jeune. Il a un très gros kilométrage, lui, de combat, mais cependant, ça reste physiquement, on l'a vu très affûté. Donc voilà, je ne sais pas, je n'ai pas la méthode sûre pour enrayer ce truc-là qui revient souvent. Il y a des athlètes qui vont passer ce moment-là où ils perdent parce qu'ils ont peur de la responsabilité de perdre. Mais non, lui, il a été 10 fois champion du monde et tout. Il n'a pas de problème. Il sait assumer le fait qu'il est champion. Il sait assumer et accepter le fait qu'il soit champion. Il y a des élèves que j'ai eus qui ont échoué sur la dernière marche parce qu'ils n'assument pas le fait de perdre de manière inconsciente. Ils n'assument pas le fait de gagner et de devenir champion de manière inconsciente. C'est ce que je voulais dire. Eh oui, la peur de gagner, finalement, quelque part. C'est ça. Passons maintenant aux questions. Vous le savez, chaque semaine, vous pouvez poser vos questions à Fernand Lopez, qui y répond avec plaisir, on en sélectionne quelques-unes, et il y répond. Là, cette semaine, on a une question de Tomso, qui avait posé sa question en commentaire du dernier King Energy. Passionnant, merci, question. Quelles sont les différentes choses qu'observe Fernand pour estimer le potentiel d'un jeune futur talent? Deux éléments qui me sont les plus observables, c'est le calme, ce que les Anglais disent compose. Le calme, l'observation, la manière de prendre des décisions après avoir observé. C'est un signe très annonciateur de quelque chose de sérieux. Deuxième facteur observable tout de suite, les décisions prises. J'ai souvent fait l'analogie en disant que l'OMMA était comme des mathématiques où on résout des problèmes et en gros, à chaque fois, tu as des cas qui arrivent. Est-ce que je bloque? Est-ce que j'esquive? Est-ce que je me déplace ou est-ce que je mets le sprawl? Est-ce que je continue à boxer ou est-ce que je l'amène au sol? Il y a toujours des cas comme ça que tu observes très rapidement et tu te dis, oui, il y a des choses que tu observes, des observables comme ça, où tu te dis, le gars qui a combattu contre Pimblet. Luigi Vendramini. Vendramini arrive. Ta, ta, ta.
Boum, il allume, boum. Pimblet n'est pas bien. Pimblet est sonné. Sonné. Il fait quoi? Takedown. Il a mis un takedown à un mec sonné. Il faut comprendre que le mec qui est sonné, c'est comme dans les jeux vidéo, hein, où il y a une barre d'énergie qui descend, qui descend, qui descend. Ensuite, il y a les oiseaux qui bougent. Et quand les oiseaux bougent, il faut finir le mec. Donc, quand il y a ce chapeau d'oiseau là sur ta tête. Et au lieu de finir le mec, il l'amène au sol. Ça veut dire que Pimblet n'est plus sonné parce qu'il le récupère grâce à son adversaire. Ça, ce sont des choix qui montrent que le mec ne sera pas champion du monde. Ce sont des décisions. Trevor Weidman, que je considère comme étant le coach aujourd'hui, les coachs disaient, la différence entre un bon combattant et un très bon combattant, c'est que le très bon combattant ne fait quasiment pas d'erreur. C'est aussi simple que ça. Le très bon combattant préfère ne pas faire d'erreur. Il va faire quasiment pas d'erreur. C'est le parfait combattant. Dès que tu te mets à faire des erreurs, on va trouver ta faille et tu t'exposes. C'est pour ça que je te parle de Pimblet en disant il fait des erreurs sur sa défense de boxe. C'est pour ça que je te parle de son adversaire Vendramin en disant il fait... Enfin, le mec, s'il reste debout, il continue à envoyer crochet, crochet, fin du combat. Pimblet tombe, on arrête le combat, fin du game, fini. Il fait quoi? Double leg. Ça, c'est l'un des observables sur moi chez un jeune. Alors là, c'est un peu plus complexe. La même chose en moins complexe. Et tu sais si le choix est bon. Ça peut être simple. Hein? Je vois un jeune, on décide de faire toucher épaule. Donc, toucher sans se faire toucher. Et il va faire, toucher, je recule, le bras passe. Et donc, je suis content, j'ai marqué un point. Ensuite, comme son cerveau est futé, il se dit, OK, je vais encore gratter et marquer 2 points. Toucher, je sors. L'autre essaie de toucher, il passe, je retouche, je ressors. L'autre essaie de toucher, je retouche. Là, tu dis, oulala, il est petit, c'est simple ce que je viens de voir, mais c'est de l'intelligence. Ensuite, tu élèves le niveau du jeu. Tu dis, OK, on va faire toucher épaule et toucher genou. Et donc, tu vois des mecs qui vont faire toucher épaule, toucher genou. Non, toucher épaule, 3 fois. Ensuite, il va faire toucher genou, 3 fois. Et donc, il prend les risques de se faire contrer parce que quand il va toucher le genou, l'autre touche son épaule. Ce sont des gamins, ils sont encore sur le toucher épaule, mais ils sont en train de faire les préambules du MMA. Et là, tu captes que le quotient intellectuel est moins élevé. En tout cas, le quotient intellectuel du combattant, le fight IQ est moins élevé. Maintenant, tu vois de l'autre côté un binôme où il y a un jeune qui fait toucher épaule. Il fuit, il revient, toucher épaule. Il fuit, et quand l'autre le suit, il descend, toucher genou. Il vient juste de montrer qu'il est un Georges Saint-Pierre. Il boxe. Quand tu veux foncer dessus, il descend et touche. Aussi simple que ça. Tu lis des informations qui te font croire, OK, en termes de décision, il est intelligent. Bien entendu, pour accompagner tout ça, il va falloir qu'il y ait un modèle de performance. Il va falloir qu'il y ait un minimum de qualité physique. Il va falloir qu'il y ait un minimum de qualité mentale. Mais le mental, je m'en moque limite à ce niveau-là. Parce qu'on n'est pas au tir à l'arc. On n'est pas au tir à la carabine aux Jeux Olympiques, où on a besoin d'ultra concentration, où les gens dopés vont prendre ce qu'on appelle les bêta-bloquants qui vont inhiber toutes les émotions. On n'est pas sur ce genre de sport. Tu pourrais boxer en parlant. On a vu Kevin Holland boxer, gagner des combats sans être concentré. Le MMA n'a pas besoin de beaucoup de concentration. Les aspects psychologiques dont on a besoin sont la dureté au mal, la ténacité, la témérité, enfin, toutes ces notions de combativité-là. Mais pas besoin d'ultra concentration. Alors qu'à côté de ça, on a besoin de force, on a besoin d'endurance, on a besoin de coordination, on a besoin de vitesse. Est-ce qu'on a besoin de souplesse? Pas tant que ça. Parce que finalement,
Les frappes se donnent de manière puissante. La puissance, c'est le croisement de la vitesse et de la force. On n'a pas besoin, comme en full contact, d'être archi souple parce que le règlement dit que pour que ton round compte, il faut que tu aies mis au moins 10 coups de pied au-dessus de la ceinture. Et donc, tu as besoin d'une aisance gestuelle avec tes coups de pied. Non, on n'en est pas là. Il faut un modèle de performance. Il faut modéliser la performance pour qu'on puisse avoir des observables corrects. Mais déjà, pour moi, personnellement, ce qui m'impressionne, c'est le calme dans la gestion. Parce que quand un athlète débute, il a des mouvements parasites. Il a ce qu'on appelle des mouvements balistiques. Quand il y a un point qui arrive, il balance le bras vers l'extérieur pour bloquer le coup de poing parce que c'est un réflexe naturel. L'instinct de survie fait que ta main va avec l'extérieur. Quand tu commences à apprendre le MMA, tu comprends que si tu fais ça, tu t'exposes à des feintes parce qu'on va te feinter, ta main va s'ouvrir et on va passer le coup ici. Et donc, ce que tu fais, c'est quoi? C'est que avec le temps, ta main, tu viens juste la poser sur toi de manière alternative. Et quand tu as un jeune qui vient d'arriver, qui n'a pas encore l'expérience, mais qui est calme sur son système de défense, tu dis, bah, il y a quelque chose, il y a quelque chose, il est sûr de lui, il est calme, ça veut dire que son cerveau a le temps de réfléchir avant de prendre la décision du système de défense. Et ça, c'est très, très bien. Ça, c'est de bon augure. Ensuite, tu vois les choix qu'il fait et tu en conclus qu'il y a peut-être quelque chose. Ensuite, il y a beaucoup de facteurs qui vont suivre. C'est le facteur d'être coaché, ce qu'on appelle la coachabilité, le facteur d'être managé, ce qu'on appelle la confiance, aussi simple que ça. Le management, c'est la confiance. Il y a confiance, il y a management, il n'y a pas confiance, laisse tomber, change de manager. Le, voilà, s'il y a ces éléments-là de coachabilité, de management, bon, on peut avancer. On va passer à la dernière question. Et donc l'ultime question, question de Laurent Dupré. Y a-t-il une création éventuelle de cours MMA senior au MMA Factory, puisque dans le dernier podcast, dans le dernier King of G, on avait parlé de la structuration d'une carrière de 4 à 44 ans, et là je pense qu'il vise justement les personnes au-delà de 44 ans. C'est un créneau à prendre. On n'en fait pas beaucoup, mais c'est un créneau à prendre. Nous, on n'en a pas des créneaux de vétérans, d'anciens. C'est un créneau qu'on pourrait faire, c'est une bonne idée, mais on n'en a pas simplement parce que quand on est adulte, on a des coachs assez qualifiés pour pouvoir gérer tous les publics dans les adultes. C'est-à-dire que simplement au MMA Factory, notre plus jeune notre plus jeune élève, paix à son âme, Albert Franquito, est décédé il y a quelques mois de ça. Je pense qu'il avait 73, je sais plus exactement, oui, c'est ça, je crois. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup apporté. C'est un ami très cher à moi. Et en tout cas, oui, nous, on a une section où il y a des personnes qui savent comprendre c'est quoi le troisième âge. Le troisième âge, c'est de comprendre les risques qu'on a, risque de maladies cardiovasculaires, risque d'ostéoporose, envie, motivation, de socialisation, envie de discuter. Mon ami Albert pourrait m'appeler pour X ou Y raison dans la journée pour me raconter qu'il a fait la veille de son départ. D'ailleurs, il m'a appelé pour me dire qu'il il venait de faire 3000 mètres sur le Rama. Et donc, on parlait de ça longtemps, ce genre de discussion. Quand tu as compris ça, que la socialisation est importante pour les personnes de troisième âge, du coup, tu peux faire une belle section dessus. Donc, nous, on peut avoir dans la même section une hétérogénéité, donc une différenciation des capacités physiques, de l'âge, de tout ce qui va avec, mais savoir le gérer. Parce que je vais faire des appareillements avec des personnes assez intelligentes. Il faut être intelligent pour tourner avec quelqu'un de cet âge-là quand on est jeune. Moi, par exemple, quand je m'entraînais avec Albert, ce que je faisais, c'était que
Je tournais avec lui. J'étais à l'écoute parce c'est quelqu'un de très fier, très généreux en boxe, qui boxait beaucoup, qui donnait beaucoup, qui frappait très fort, qui frappait longtemps et qui ne s'arrêtait pas. Je vous ai dit plutôt que l'un des risques qu'on a, c'est les possibilités de maladies cardiovasculaires. Et donc, moi, j'étais à l'écoute de sa respiration. Quand je le sentais fatigué et que ça commençait à avoir euh, comment dire, des grands signes d'essoufflement avec une amplification du volume respiratoire, avec une augmentation de la fréquence respiratoire, ce que je faisais, c'est que je prétendais être fatigué, moi. Je disais, attends, Albert, est-ce qu'on peut faire une pause, s'il te plaît? Je suis essoufflé, attends 2 secondes et tout. Et puis, il s'arrêtait, il disait, mais toi aussi, il faut que tu t'entraînes là. Et moi, je dis, oui, je sais, mais là, j'ai fait un retour et tout, je suis pas bien, donne-moi un peu de temps. Et comme ça, lui, il était fier, il gardait sa fierté et tout. Moi, de mon côté, je ralentissais et puis il me dit, allez, Fernand, t'es prêt là, on repart et tout. Je dis, attends encore un peu, tu vois. Et puis quand je sentais que son cardio est baissé et qu'il est bien, bah, je repartais sur un run. Et d'ailleurs, ça nous a valu beaucoup de discussions parce que la famille Franquito, j'entraînais beaucoup de personnes de cette famille-là, des jeunes, des neveux, des cousins, voilà. Et ce qui se passait, c'est que les jeunes qui avaient 25-30 piges, quand ils étaient en repas de famille, ils disaient, bah, Fernand, il est trop fort, il m'a mis ceci, il m'a fait ceci. Et Albert disait, mais vous êtes trop faibles, les jeunes de maintenant. Moi, quand je tourne avec Fernand, je lui ai fait récemment 5 rounds et tout, 5 rounds de 3 minutes. Je te dis, il était mort et tu peux lui demander. Et donc, lui m'appelait. Et donc, ses neveux disaient, mais arrête, Fernand, arrête de lui mitonner là, dis-lui la vérité que tu le laisses faire et tout. J'ai dit, mais non, vous dites n'importe quoi. Non, on a fait un match qui était très serré, c'était très compliqué. Bon, voilà, c'est la connaissance du troisième âge, de connaître un peu ce qui lui fait plaisir, la socialisation, de comprendre un peu la physiologie, les contraintes biomécaniques, les contraintes cardiovasculaires, le fait d'éviter tout ce qui est saut, tout ce qui est pliométrie haute, pliométrie basse, parce que les sauts viennent taper sur les articulations porteuses et quand on a, quand on a la dégénérescence osseuse du squelette, bah, ça devient compliqué. Donc, je n'ai pas ces créneaux-là au MMA Factory. C'est une idée qui a creusé. Je vais développer ça certainement. Je pense que je vais développer ça dans les salles de MMA Factory, notamment les salles les nouvelles salles qu'on a. Il y a MMA Factory à Montreuil, dans la salle de On Air de Montreuil. Il y a MMA Factory à Voltaire à partir de lundi prochain. Lundi prochain, les cours démarrent à Voltaire, dans le 11e arrondissement. Il y a MMA Factory à Stein. Le MMA Factory vient à vous. On est en train d'aller un peu partout. Il y a MMA Factory à Montpellier, bientôt. Il y a MMA Factory à Lyon. Ça démarre lundi. Donc c'est On Air de Lyon sur Saxe, On Air de Saxe. Voilà. Dans toutes ces salles On Air, je vais certainement, grâce à la question qui m'a été posée, démarrer des cours de vétérans ou des anciens en MMA. Et ben voilà, vous pouvez me remercier, donc ça commencera, allez, janvier 2022 ou pour la rentrée de septembre. Ah non, non, là, c'est une bonne idée qui me vient là tout de suite et je pense que je vais essayer de la mettre en route pour septembre. Alors, le planning est déjà fait, mais je vais essayer de mettre en route parce que c'est possible, c'est on a des sections enfants, on a des sections ados, on a des sections pré-ados même. Et donc, je pense que c'est une bonne chose d'avoir. Je suis pas sûr que ce soit populaire, qu'il y ait beaucoup de monde, mais comme il y a maintenant du baby MMA, du MMA Kids, et que les parents, les grands-parents viennent déposer leurs enfants. Pendant qu'ils déposent les enfants, il serait possible qu'en parallèle, on fasse des cours pour le troisième âge. Mais en tout cas, voilà, je vais y penser. Merci pour la question. Et ben voilà, c'est lancé. Bien, c'est tout
pour cette semaine, pour l'épisode de King Energy. On se retrouve la semaine prochaine. C'est disponible sur toutes les plateformes, vous le savez. King Energy, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify et j'en passe. Voilà, on a franchi la barre des 80 000 abonnés. On avance lentement mais sûrement. Je pense que c'est tout. C'est pas normal qu'on avance lentement. Même si c'est sûrement, j'aurais bien voulu qu'on avance rapidement et sûrement. Ce serait bien qu'on appuie le bouton, qu'on appuie sur abonner, qu'on appuie, comment dire, qu'on mette des likes, qu'on mette en commentaire ce qui plaît, ce qui ne plaît pas. Il faut que ça avance, les gars. Il faut que ça avance. C'est tout l'écosystème de l'industrie du MMA français qui avance quand on fait ça. C'est important. Voilà, keep calm and listen to Fernand. À la semaine prochaine.